Merci Caroline et merci de nouveau docteur de nous accueillir dans votre très belle salle. Le titre de la conférence c'est les russophones hors de Russie. Après l'Ukraine, quelles autres crises à venir? Pour les russophones en personne ou par visio, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на эту конференцию по поводу русское чтение зарубеж Российской Fédération. Pierre et moi, nous avons pensé que c'était très important en fait, d'aborder ce sujet parce qu'il y a bien sûr l'Ukraine qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations de beaucoup de géopolitologues et de politiques et de populations. Mais en fait, il y a bien d'autres anciennes républiques soviétiques ou États qui sont nés des cendres de l'Empire soviétique, qui pourraient être aussi des foyers de crise futures. Et donc nous allons en parler. Premièrement, nous pensons qu'en fait, on a mal estimé ou sous-estimé la volonté fondamentale du président Poutine et des citoyens russes, donc qui vivent en Russie, mais aussi hors de Russie, par rapport à 2 ou 3 sujets clés: la sécurisation de l'étranger proche, la protection des russophones et voire les détenteurs de passeports russes qui habitent dans les anciennes républiques soviétiques. Donc l'Ukraine est clairement à la croisée de ces problématiques et comme je l'ai dit, il y a d'autres territoires ou républiques ou anciennes républiques de l'Union soviétique qui pourraient devenir des sources de conflits ou de confrontations futures. Et Pierre, je pense dans ta conclusion, tu vas dire lesquelles. Les frontières administratives soviétiques devenues frontières internationales, en fait, ont découpé tout d'un coup de nouveaux États. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et ce n'est pas que le seul exemple, il y en a eu d'autres dans le passé récent, en fait, on est en pleine contradiction entre l'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et Pierre y reviendra. Donc on va regarder de plus près l'histoire de l'Empire de l'Union soviétique et de la Russie depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Alors mon approche va être plus, je dirais, historique, avec une dose de démographie. Pierre y reviendra, mais lui, son accent sera également sur les aspects militaires des conflits. Voilà. Donc sur cette carte, vous voyez l'ex-Union soviétique et d'autres pays. Le vert foncé étant là où il y a le plus de concentration de russophones, donc bien sûr la Russie, c'est même 100%, quasiment. Enfin, il y a bien sûr des ethnies en Russie qui ne parlent pas forcément russe, mais la plupart parlent russe. Et vous voyez que le Kazakhstan, l'Ukraine sont également très russophones. Et puis les anciennes républiques en Asie centrale, dans le Caucase et sur la partie balte, sont moins, entre guillemets, russophones. Alors, d'abord, il y a une difficulté de méthodologie et de quantification pour plusieurs raisons. Donc, en fait, la diaspora russe n'est pas une diaspora en tant que telle, c'est plutôt une diaspora, nous pensons, post-soviétique. Certaines diasporas datent du XVIIe siècle, d'autres sont postérieures à 1940, puisqu'en fait, bien sûr, avec l'occupation nazie et puis ensuite la reprise de certains États baltes, ukrainiens, par l'Union soviétique, ça a créé bien sûr des mouvements de population, j'y reviendrai, qu'on a rarement vu en fait, je dirais, dans l'histoire récente. On l'a connu sous les empires perses ou romains, mais depuis 200-300 ans, la Russie, enfin l'Union soviétique, a représenté un espace où il y avait des millions de déportés ou de personnes qui ont fui la guerre et pour diverses raisons. Et donc, bien sûr, ça a créé des opportunités, mais aussi des causes d'affrontements alors et de conflits potentiels futurs. Alors, certaines populations ont été russifiées.
Et par exemple, au Kazakhstan, la langue russe devient la langue de communication entre les divers peuples. Donc un peu comme l'anglais en Inde. Alors la proportion de russophones varie d'une république à l'autre, d'un pays à l'autre, ça j'y reviendrai plus en détail, mais on est à peu près entre 7 à 8% jusqu'à 20% au Kazakhstan, le Kazakhstan étant le pays où le russe est le plus parlé. Alors, que veut dire être russe, monsieur de Kochko? Je ne sais pas si vous serez d'accord avec Pierre et moi. En fait, en regardant la langue russe, qui est très riche, vous avez deux termes, ruski et rassiski. Alors, le nombre de russophones est estimé, alors c'est là où c'est difficile de quantifier, car il n'y a pas de statistiques véritables, entre guillemets. Le dernier recensement soviétique en 1989 portait le nombre de russophones vivant hors de Russie à peu près 25 millions. Et il y a d'autres chercheurs russes qui estiment le chiffre entre 30 et 35 millions. Alors, ruski veut dire, est attribué aux Russes ethniques, alors que rassiski, ce sont tous les exilés originaires de l'Empire russe, de l'URSS et de la Russie, multinationaux. Donc un terme raciste qui pourrait être utilisé pour un exilé qui habite à Paris aujourd'hui et qui a fui la Révolution en 1918. Alors, le sujet est complexe et c'est pour ça que Pierre et moi, nous voulions vraiment nous pencher dessus, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ce soit sur l'Ukraine ou l'attitude vis-à-vis de la Russie, ou d'autres pays de l'ancienne Union soviétique, les regards sont quand même très très biaisés. Et donc Pierre et moi, on voulait vraiment mettre à plat, si vous voulez, de regarder vraiment de manière factuelle la question. Alors, il y a un politologue russe qui s'appelle Vladimir Malakhov, qui, lui, a défini les compatriotes russes, ou rassiski, ou ruski rassiski, de 5 manières différentes. Ce sont des citoyens de la Fédération de Russie vivant à l'étranger, des émigrés de l'Empire russe et de l'URSS, des anciens citoyens soviétiques russophones, les Russes ethniques, donc ça c'est Ruski, et l'ensemble de tous les anciens citoyens de l'URSS. Alors, le Kremlin adopte une approche, je dirais, relativement directe, en cherchant parfois à les instrumentaliser, c'est-à-dire leur donner des passeports russes, les inviter à rentrer en Russie. Nous ne pensons pas que, même avant la crise de février, c'était vraiment un pouvoir d'attraction, mais le Kremlin est très soucieux de cette communauté donc de russophones hors de Russie. Alors, le russe est resté une langue officielle à côté de la langue locale en Biélorussie, au Kazakhstan et au Kyrgyzstan. Et c'est donc une langue de communication interethnique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Moldavie, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan. Alors cette carte-ci est intéressante parce qu'elle vous montre plusieurs choses. Alors le trait jaune que vous voyez, qui épouse plus ou moins la forme de l'Union soviétique, en fait c'est la frontière de l'Empire russe, 1914. Et la seule partie qui ne faisait pas vraiment partie de l'Empire russe, c'était une partie des pays baltes, et en fait une partie non insignifiante du Caucase. Ensuite, vous avez en rouge l'URSS, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en bleu, vous avez les pays membres de l'OTAN. Donc, comme nous le savons, malgré les promesses faites par Baker, Bush, Kohl, à Gorbatchev et à Shevardnadze, l'extension vers l'Est et de l'Union européenne et de l'OTAN s'est faite. Et bien sûr, a créé des confrontations que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une diaspora russe à l'étranger hors de l'ex-URSS, qui est, alors, on estime à au moins 2 millions, 1,3 million en Israël, du fait bien sûr de l'immigration juive, 650 000 aux États-Unis et à peu près 150 000 au Canada, et il y en a plus bien sûr si on compte ceux en Europe et en Afrique. Alors maintenant, un état des lieux dans les 15 ex-républiques
suivant la décomposition de l'Union soviétique. Donc d'abord, je dirais, ce sont les États slaves. Donc la Fédération de Russie donc, est très hétérogène. Elle regroupe 89 entités territoriales de diverses formes, en république, région, territoire autonome, et 2 oblasts de villes qui sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Le nombre de nationalités est absolument incroyable. Il y a plus de 120 groupes ethniques nationaux, rien qu'en Fédération de Russie. Et la région du Nord-Caucase, donc qui comprend l'Ingouchie, le Daghestan et la Tchétchénie, est musulmane, donc contrairement à, je dirais, la dominance de la région orthodoxe dans la Fédération de Russie. Il y a aussi une ethnie minoritaire qui sont les Tatars, qui est une minorité importante. Vous avez encore les Yakoutes en Sibérie. Et sur la Tchétchénie, les Tchétchènes sous Beria et Staline ont connu une déportation massive qui s'appelait la Tchétchénitsa, qui a compris à peu près 200 trains qui sont partis donc des régions plus à l'ouest de l'Empire, et ils ont été déportés principalement au Kazakhstan et en Sibérie orientale. Donc l'Ukraine, bien sûr. Donc on estime qu'il y a à peu près 31% de la population en Ukraine qui parle russe. Bien sûr, dans la partie est, l'oblast de Donetsk et Lugansk. Le Biélorusse, ou la Russie blanche, où à peu près 60% de la population biélorusse parle russe. En Asie centrale, si nous commençons par le Kazakhstan, et le Kazakhstan est sans doute la république en Asie centrale qui est la plus, je dirais, métissée en termes de groupe ethnique. Alors, vous avez bien sûr les Kazakhs, c'est à peu près 70%. Vous avez des Ouzbeks, des Ukrainiens, des Ouïghours, des Tatars, des Allemands. Les Allemands ont été déportés, ce qu'on appelle les Allemands de la Volga, au Kazakhstan par Staline. Et puis vous avez d'autres groupes comme des Biélorusses, des Azéris, des Polonais et des Lituaniens. Et a priori, il y aurait à peu près 20% de la population qui est russophone. L'Ouzbékistan, c'est à peu près 14% de russophones. Le Tadjikistan, à peu près 7,5%. Le Tadjikistan étant en fait un pays musulman de langue perse, ce qui est intéressant. Le Turkménistan, 75% de Turkmènes, donc 25% de population et à peu près 12% de russophones. Et pour finir, le Kyrgyzstan, qu'on appelle aussi la Suisse d'Asie centrale, aurait à peu près 9% de russophones. Alors la Moldavie est un cas intéressant pour plusieurs raisons. Elle a été rattachée à l'Union soviétique en 1924 et rattachée à l'Ukraine. Donc il ne formait qu'un bloc qui n'a duré que jusqu'en 1941, au début de la Deuxième Guerre mondiale pour les Russes. Elle est membre de l'Organisation pour la démocratie et le développement du partenariat pour la paix de l'OTAN. Et elle a fait donc une demande officielle de rejoindre l'OTAN en juin 2022. Il y a 16% de russophones en Moldavie, qui comprend la Transnistrie, où en fait la Moldavie, le gouvernement moldave a échoué à reprendre le contrôle. Et pour Pierre et moi, enfin je pense pour nous tous, la Transnistrie est potentiellement, bien sûr, un foyer futur de conflit. Je pense que ça serait déjà arrivé si les Russes avaient réussi à construire un pont terrestre entre, disons, Kherson, Odessa, puisque la Transnistrie n'est qu'à peu près 200 km d'Odessa. Mais nous verrons. Dans le Caucase, donc il y a 3 pays qui forment le Caucase, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. La Géorgie, on estime à peu près à 8% de russophones, dont les parties qui ont été, entre guillemets, reprises par les Russes suite à la crise de 2008 en Ossétie du Sud et en Abkhazie. L'Arménie a 2% de russophones. Il faut dire que les Arméniens, bien sûr, premièrement, c'est une des civilisations chrétiennes les plus anciennes, du IIIe siècle. C'est un peuple qui est très très compact et pour eux, c'est une question d'honneur de parler arménien, de s'assurer que l'arménien contienne vraiment la langue dominante. L'Azerbaïdjan est parlé par 92% de la population. Et bien sûr, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont un différend territorial qui remonte au moins jusqu'aux années 1993-94. La Russie a essayé de jouer un rôle de médiation,
mais clairement, je dirais que ce sont des braises qui peuvent repartir à tout moment, sachant que bien sûr maintenant les Turcs et les Israéliens appuient les Azerbaïdjanais et que les Russes, pour le moment, sont plus réticents d'un point de vue militaire d'appuyer les Arméniens. Alors cette région a toujours été convoitée par les empires perses, romains, ottomans ou russes, et l'argent et le pétrole n'étant jamais loin de conflits géopolitiques, simplement nous vous rappelons que 5% des réserves mondiales de pétrole sont autour de la mer Caspienne. Pour finir, les États baltes. Alors, les gouvernements d'Estonie et de Lettonie n'attribuent de passeport à leur population russophone qu'à la condition qu'elles soient intégrées, donc elles doivent passer des examens pour montrer qu'elles dominent l'histoire, la culture et la langue estonienne et lettonne. Alors la Lituanie, c'est l'État le plus peuplé dans les pays baltes et la population est à peu près composée de 80% de Lituaniens. On estime à peu près à 6% de russophones et la Lituanie en fait jouxte la Russie via sa frontière avec Kaliningrad. Comme vous le savez, Kaliningrad a été reprise aux Allemands en 1944. Tous les Allemands ont été chassés de Kaliningrad et Staline y a transféré quelques millions de Russes. C'est le QG de la flotte russe sur la mer Baltique, qui est avec Sébastopol les deux ports de mer Chaude, bien sûr qui ont une importance stratégique pour les Russes. Les Russes n'ont pas lâché. Il y a un chemin de fer qui relie la Russie à Kaliningrad. C'est un accord qui a été passé en 2002. Un Russe peut voyager de Russie à Kaliningrad sans visa lituanien. Et c'est une lifeline pour les Russes à Kaliningrad, puisque c'est par là que sont acheminés l'alimentation, les engrais, les minéraux, etc. Et pour le moment, les Lituaniens respectent l'accord de 2002, mais Kaliningrad pourrait être aussi une de ces zones qui pourrait devenir un foyer de confrontation ou de conflit. L'Estonie, donc, c'est là où il y a la plus forte minorité russe. 60% d'Estoniens de souche et 30% de Russes. Et à l'instar de la Lettonie et de la Lituanie, elle est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN depuis 2004. Donc voici pour ma partie de la présentation.